Parce que je commence à en avoir de plus en plus marre des trucs emballés dans du plastique, ou quand tu vas acheter une aubergine, je sais pas pourquoi l'aubergine elle est dans un plastique. On dit qu'en 2025 il n'y aura plus d'eau. Est-ce que t'as vu ce que ça fait un citadin quand tu le mets en pleine nature ? Je sens quand même en moi que j'ai une mission à accomplir. Allez, c'est parti. La vie va où ? Un podcast proposé par Fanny Blondeau. Je n'avais évidemment pas prévu lors de la diffusion du premier épisode le 15 janvier 2020 que nous allions traverser une année complètement inattendue. Quand j'y repense, je me dis qu'il n'y avait pas de meilleur moment pour vous faire entendre des questionnements, des réflexions ou des doutes sur notre monde. En ce qui me concerne, mes interrogations se sont multipliées. Pas seulement au niveau de l'environnement ou l'écologie, mais sur à peu près tout. Dit comme ça, ce n'est certes pas très rassurant, mais quand je repense à tous ces échanges avec les participants et participantes qui ont fait naître cette série d'épisodes, je peux affirmer que je me sens moins seule. Quelque part, je sais qu'il y a autour de moi des individus qui réfléchissent, d'autres qui agissent ou qui essayent de bousculer comme ils le peuvent leur quotidien. Je l'avais dit dans le premier épisode que ce podcast ne vous apporterait vraisemblablement pas de réponse concrète. Peut-être vous en rappelez-vous. Et ce n'était pas le but. J'ai simplement cherché à faire entendre des opinions, des pensées, et voir où elles pouvaient nous amener pour appréhender le futur. C'est le dernier épisode de cette série. Et pour terminer, j'ai justement voulu demander à tous ces gens comment voyaient-ils ce futur. Sont-ils optimistes ou plutôt pessimistes ? Épisode 10. Un futur sensible. Avec tout ce que j'ai dit, on pourrait se dire oui, il est pessimiste. Mais en même temps, je crois fondamentalement à l'humain qui va se réveiller à un moment. Et avec ce que je vois actuellement avec le groupe d'amis que j'ai, je crois à la possibilité d'un changement assez rapide, je l'espère. Donc je suis les deux. J'essaye d'être réaliste, on va dire, quelque part. Je suis un peu pessimiste par rapport à ce que je vois sur les réseaux sociaux en général, sur la demi-réalité qu'on a. Putain, si on pouvait en fait faire cracher tous les réseaux sociaux actuellement, si on pouvait avoir une massive coupure internet et qu'on réveillait les gens, ce serait génial. D'un coup, ce serait bien ça en fait, d'avoir ça. Parce que quelque part, on pourrait réamener les consciences à se concerter les unes par rapport aux autres et à se connaître et à vraiment appréhender les choses de la bonne manière. Je pense que la bonne manière, c'est d'appréhender les choses en vrai. La hausse du carburant, là, le 17 novembre, où t'as tout le monde qui va mettre son gilet jaune, d'accord, pourquoi pas. Mais les gars, vous vous battez pour quelque chose qui pollue énormément. Et t'as les autres gens qui disent, ouais mais attends, on va manifester parce qu'en fait on a besoin de se déplacer, on a besoin de carburant et tout, et je sais qu'il y a des tas de gens qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer, d'accord, mais vous battre pour quelque chose qui est en train de tuer la planète, c'est quand même assez dingue. Surtout pour la hausse du prix. S'il y a hausse du prix, bon, ça peut permettre à des gens de se trouver du covoiturage, je sais pas, par exemple, le gouvernement te dit ça, le gouvernement te dit, oui, bah il y a cette hausse du carburant, c'est fait pour que tout le monde reprenne un peu en conscience les choses en se disant, bon, peut-être privilégier le covoiturage, prendre les transports publics et tout. Ça, c'est un peu le truc. Ouais, en soi, derrière, c'est des taxes. Dans le même truc, j'ai mis un gilet jaune, c'est un peu je suis Charlie, quoi. C'est un peu le même genre de truc, quoi. Voilà. Je suis présent à ce niveau-là, je fais partie de ce mouvement, je fais partie de ceci, j'appartiens à ce groupe-là. Je connais pas vraiment les envies générales du groupe, mais je fais partie du groupe, donc ça veut dire que j'existe. Tu peux exister par toi-même aussi, hein. C'est comme t'as eu la déclaration de ce père de famille qui disait, mais c'est complètement con de se concentrer sur la hausse du prix du carburant, alors qu'on a le réchauffement climatique derrière. Et de voir qu'il y a énormément de monde qui vont se battre contre la hausse du carburant, alors que t'as très peu de gens qui vont se battre pour le réchauffement climatique. Là, ça montre l'exemple est là, l'exemple est présent, en fait. Clairement. C'est à ce moment-là qu'il faut changer les choses. Là, la cassure, elle va arriver. Et elle arrive avec cet exemple, je pense. C'est vraiment, voilà. Rendez-vous compte de ce que vous dites, rendez-vous compte de ce que vous faites. Il faut vraiment que vous compreniez ce qui se passe. C'est toujours pareil, en fait. L'optimiste et le pessimiste, c'est celui qui croit en un autre monde que celui dans lequel on vit. L'optimiste, c'est celui qui croit que demain, le monde sera meilleur, et le pessimiste, c'est celui qui croit que demain, le monde sera pire que celui d'aujourd'hui. Mais moi, je crois que le monde sera ni pire ni meilleur qu'aujourd'hui, il sera sensiblement pareil. Enfin,
Pas pareil dans le sens où ce sera exactement la même chose, où il y aura les mêmes trains, les mêmes visages, les mêmes machin. Mais je crois pertinemment que le monde d'aujourd'hui n'est pas radicalement différent que le monde de l'époque romaine, que le monde de la Renaissance italienne. Il y a des choses, plein de choses qui ont changé, il y a plein de choses qui sont très différentes. On se déplace plus vite aujourd'hui qu'à la Renaissance, on mange plein d'autres choses qu'à la Renaissance, etc. Mais le fond du problème, le fond du monde ne changera pas, je crois pas. L'humain, sera toujours ce qu'il est, c'est-à-dire un être extrêmement bizarre, le seul être vivant qui est en capacité de se poser la question de pourquoi il est vivant, et pas mort. Et donc, ça restera, en fait. Enfin, non, mais c'est-à-dire que pour moi, je mets les optimistes et les pessimistes dans le même bain, quoi. C'est des gens qui ne sont pas là, qui envisagent autre chose, qui envisagent un autre monde, et voilà, et c'est leur droit, et c'est pas... Enfin, ils peuvent envisager des choses chouettes, des choses moins chouettes. Enfin, mais c'est juste, allez quoi. Moi, ça m'intéresse moins, disons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on est aujourd'hui, ce qui nous arrive, ce qui nous arrive de chouette, ce qui nous arrive de moins chouette, nos forces, nos faiblesses. C'est déjà tellement compliqué, c'est déjà tellement complexe, quoi, que j'ai pas besoin de me fatiguer la tête avec ce que ce serait demain, en moins bien ou en mieux, hein, peu importe. Mais je reviens à ce truc de j'ai été ça un jour, hein, j'ai vécu un jour dans la peau d'un optimiste, puis j'ai vécu aussi dans la peau d'un pessimiste, et je me suis, juste à un moment donné, ça m'a fatigué en fait. Je me suis rendu compte que j'étais pas tout à fait présent à ce qui se passait aujourd'hui et maintenant, quoi. Mais voilà, encore une fois, c'est simplement un rapport de moi à moi et pas du tout un jugement. Je ne dis pas que les optimistes sont des crétins naïfs et les pessimistes sont des relous dépressifs. À moi, ils me font un peu cet effet, fatalement. Mais il y a parfois des choses que des pessimistes peuvent dire qui sont très intéressantes. Des choses que des optimistes peuvent dire qui sont passionnantes aussi. Je pense que si j'étais raisonnable, je serais pessimiste. Mais comme je suis humaine et que j'ai besoin de vivre encore un peu, je suis obligée d'être optimiste, en fait. En fait, je me méfie vraiment, moi, de ce discours alarmiste. Non pas parce qu'il n'est pas vrai, mais parce que je le trouve vraiment très dangereux, quoi. C'est parce que ça répond à la peur. Et que pour moi, peut-être que pour certains, la peur pourrait être un super moteur. Mais moi, je crois pas que la peur soit globalement, je pense que l'enthousiasme est un plus grand moteur que la peur. Quand je me branche à quelque chose de plus grand, quoi, alors là, moi, je pense qu'on est tous faits d'énergie, je pense que l'énergie, elle a à voir avec l'amour, je pense que l'amour, c'est quelque chose qui porte. Et si je me branche à cette chose qui est plus grande, alors je me dis que l'être humain est exceptionnellement puissant, qu'on n'est qu'au début de voir tout ce dont il pourrait être capable, dans le bien, dans le bien, si tant est qu'il y a un bien et mal, mais en tout cas dans le constructif plutôt que dans le mortifère. Enfin, je vois tout ce qui est en train de se développer au niveau des consciences, au niveau des extrasensibilités. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer, quoi. Je crois qu'on sera pas nombreux à survivre au cataclysme à venir. Je pense pas qu'on va tous mourir, je pense qu'il y en a qui vont survivre. C'est-à-dire, concrètement, pour l'ordre néolibéral, je suis extrêmement pessimiste. Pour moi, il va se casser la gueule incessamment sous peu. Ce n'est pas être pessimiste, ça carrément, c'est être optimiste. Hein, je veux dire, c'est sûr, ça va changer. En fait, alors peut-être que je suis optimiste, en fait, je sais que ça va se casser la gueule. Ça me fait peur. Vraiment, ça me fait mal. Ce qui me fait le plus mal, c'est pour ceux qui n'ont rien demandé, les animaux, les gens qui ramassent sur la gueule alors que, enfin, ils ont vraiment très peu pris part à ça. À court terme, je vais dire, je crois que je suis assez pessimiste, puisque je me dis forcément ça va se casser la gueule et que ça va être le chaos et que ça va engendrer beaucoup de souffrance. Ça, je crois assez à ça. Maintenant, je crois que c'est une crise nécessaire qui va peut-être amener quelque chose d'un peu plus réfléchi, constructif. Et j'espère juste que le petit être pourra y prendre part, quoi. Encore une fois, dès que je pense à ça, je me dis, ok, mon Dieu, j'aurais envie de lui dire, mais ne nais pas, quoi. Enfin, reste où tu es, reste bien au chaud. Tu vas arriver, tu vas ramasser à mort, quoi. Tu vas souffrir. Et d'un autre côté, je me dis, mais ça c'est si je regarde avec la peur. Si je regarde avec l'espoir, mais je me dis, mais peut-être que ça va être quelqu'un qui va pouvoir justement faire des choses, qui aura les capacités d'avancer, de dépasser certaines choses et de faire des choses constructives, quoi. Je pense que la peur est mortifère.
Et je dirais spontanément, mon raisonnement est pessimiste. Mais j'ai pas envie complètement de me ranger à ce pessimisme. Mais honnêtement, je me dis notamment, mais vers quel modèle de société il faudrait tendre pour retrouver, je dirais, un semblant d'équilibre et de perspective un peu plus positive. Mais quand je dis ça, c'est au niveau de la planète, c'est-à-dire au niveau de l'ensemble des peuples. Et en même temps, tu vois, par rapport à l'environnement, je me pose souvent la question, hein, quoi. Est-ce que c'est vraiment à la portée de l'humain, quoi? Parce que quelque part, on peut pas nier que l'activité humaine contribue à esquinter la planète, mais cette même planète a vécu des choses antérieurement au monde humain encore bien pires. Donc, si tu veux, on est tellement une goutte d'eau dans la mer que, si tu veux, je ne sais pas. En réalité, si en créant un mouvement, on pourrait faire que la planète soit moins abîmée, etc. Bon, dans le fond, c'était une noble cause. C'est une noble cause. Je suis pas certain de l'efficacité, par contre, tu vois. Il faut pas tellement voir trop loin non plus, c'est-à-dire que dans l'immédiat, qu'est-ce que je peux faire de positif, quoi? Le futur, c'est un monde que je connais pas. C'est un monde que je pressens. C'est un monde dans lequel j'ai des représentations fugitives ou constructives, mais qui forcément évoluent en fonction de ce qui me vient du monde. Et c'est pas du tout que je veux pas le voir. Quelquefois, je pense au futur et je me dis, peut-être un jour je serai grand-mère. Et si je suis grand-mère, il faut vraiment que je finisse le jardin. Je m'y prépare, je vais voir, peut-être pas ça. J'en sais rien, mais en tout cas, la démarche, elle est cohérente avec la permaculture. Donc, je me dis, bon, ça fait 2 éléments cohérents, on va continuer à aller là. Le futur, quelque part, pour moi, c'est comme si, un peu comme pour le passé, ça n'existait pas. C'est-à-dire que, quand on est vraiment présent, on a un ensemble de possibilités réelles, là, concrètes, qu'on pressent, et que dans une demi-heure, elles seront plus les mêmes. Ça va pas tout changer, mais il n'empêche que ça va changer notre manière d'entrevoir ce qu'on peut faire. Le futur n'est valable que si je peux me représenter une manière d'agir. Donc, mon futur n'est valable que si je me dis je suis présente au mieux que je peux au moment présent, et ce faisant, ça change le présent. Donc, ça va changer le futur. Au mieux, je vais être dans le présent. Au mieux, ça sera ma manière à moi de faire un don pour le futur. Le travail, il est dans l'inter-être. Je le sens de plus en plus. Cultiver l'inter-être va permettre de ne pas laisser tomber le vivant, à défaut de savoir vraiment ce que ça veut dire rester vivant. Rester vivant, de toute façon, pour moi, ça je l'ai vu à défaut dans certains systèmes spirituels. C'est comme si l'affectif était le sujet tabou. Et non pas qu'il doit devenir le sujet central, parce qu'il y a aussi ces perversités à ce genre de posture. Mais il est en tout cas immanquablement, l'affectif sera immanquablement présent, nécessaire, sinon le futur sera catastrophique. Je suis optimiste de nature. Donc je peux pas, on me changera pas, il y a que comme ça. Si tu vois toujours voilà, moi je veux voir la bouteille à moitié pleine plutôt que la bouteille à moitié vide. Et parce que sinon t'avances pas, tu traînes des boulets. Donc voilà. Mais par contre, je suis consciente que le genre humain a un ego, enfin je veux dire la planète Terre, ce qui est peuplé par un genre humain qui a un ego global. L'humanité a un ego global, un ego tel que quand il sera rompu, ça ira mieux. Là, on ira dans le sens de la vie naturellement. Je suis curieux et je suis impatient. Je suis curieux et impatient de voir si tout ce qui a été planté à gauche et à droite, sur tout ce qui a été planté, humanisé, passionné, revendiqué, etc., que tout ce que l'on vit là, tous les jeudis dans la rue, que tout ça, que tout ce mouvement-là, je suis curieux de savoir et impatient de savoir, est-ce que
c'était réel, vraiment suffisamment fort, etc., etc. Je crois pas aux politiques, je l'ai dit. Je crois pas du tout, à un moment donné, à des mouvements de masse qui vont faire bouger les choses. Je n'y crois pas. Je crois des actions claires, précises, etc. Et je crois qu'il faut pas se tromper d'ennemi, que l'ennemi n'est pas du tout le politicien du coin, mais que l'ennemi, il est bien loin et tellement près, puisqu'on l'a dans nos téléphones portables, et on parlait de Facebook entre autres, mais voilà, il est là l'ennemi, il est là-dedans, dans cette collection de données, etc. Et je suis impatient de savoir, tiens, comment ce système, quand il n'y aura plus d'électricité sur Terre, comment Facebook va encore résister. Je suis impatient de savoir comment va-t-on garder et privilégier un peu l'émotion, que l'on peut garder, que l'on peut tendre vers l'un et vers l'autre. Comment je vais garder le contact avec mes amis qui habitent le Canada et comment je vais savoir comment ils va leur petit chat. Voilà, je suis impatient en tout cas à revenir peut-être à cette simplicité dans la rencontre et surtout à avoir une notion du temps totalement différente. À l'aube de 50 ans, on ne le vit pas de la même manière quand on a 30 ans, on ne le vit pas quand on a 10 ans, on ne le vit pas quand on a 80 ans. Et je crois que cette question du temps a une grosse influence également sur les questions de confort. À 30 ans, si on a 300 000 euros sur le compte, on peut dire qu'on est peut-être confortable financièrement. Et quand à 95 ans, on les a, on se dit ça sert pas à grand chose. Donc la question du confort, la question du temps, elle est aussi très très importante. Donc la question du demain, de l'avenir, c'est la question du temps, c'est-à-dire que demain, j'en aurai peut-être 70, si ça prend 20 ans pour arriver. Et à 70 ans, comment je pourrais encore voir le monde? Ça, je suis curieux de voir ça. Voilà, c'est vraiment de la curiosité. Il n'y a pas d'optimisme, il n'y a pas de pessimisme. Je crois que le monde sera scandaleusement génial et il sera honteusement nul, comme il est actuellement. Je crois, j'en suis tout à fait persuadé que beaucoup de choses dans la conscientisation vont se mettre en place. Ça, c'est évident. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont bouger et qu'on doit être d'autant plus vigilant sur justement toutes ces attaques, ces résistances facebookiennes et consorts devant notre incertitude du lendemain. Un fond optimiste, donc je suis quelqu'un d'optimiste. Même quand ça va pas, je suis toujours en train de dire que ça va aller. Donc pour moi, ça va aller. Après, les faits sont là, les chiffres sont là, les images sont là. Mais pour moi, ça s'améliore. Voilà, je veux rester dans cette optique-là. Je veux pas dire que c'est foutu. Après, il y a beaucoup de choses qui démontrent le contraire. Ça, je suis d'accord. Hein. Mais pour moi, il n'est pas trop tard. D'ailleurs, dire pour la planète, c'est pas vrai, on ne sauvera pas la planète, on en a rien à foutre, elle se sauvera toute seule. Elle sera encore là bien après nous, et elle nous aura, même si on s'anéantit nous-mêmes, elle sera encore là. Par contre, on va détruire l'espèce humaine, peut-être, la biodiversité, peut-être, et peut-être qu'elle se recréera autrement après nous, c'est possible. Ça, j'arrive pas à... Parfois j'ai de l'espoir, parfois j'en ai pas. J'arrive pas à me décider. Je suis quand même convaincu au fond de moi que scientifiquement, on est capable de trouver des solutions à tout, et qu'on en trouvera peut-être une. La question étant, est-ce qu'on a vraiment envie de la trouver, et est-ce qu'on mettra les moyens pour la trouver? Donc, j'ai l'impression que on va pas dans la bonne direction. L'humanité, que notre science a fait quelque chose de paradoxal, ne va pas dans la bonne direction. Et quand je vois que en Chine, par exemple, on commence déjà à faire des thérapies géniques pour améliorer l'humain, à modifier les génomes pour être plus intelligent, etc., on sait le faire techniquement, éthiquement, on se le refuse pour le moment. Jusqu'à quand? Est-ce que l'évolution va pas recommencer comme ça, comme dans un bon gros film de science-fiction? Peut-être. Peut-être qu'on va faire des gènes qui va nous permettre de vivre mieux avec 10 degrés de plus. Peut-être que scientifiquement, ça sera capable. Est-ce que c'est bien? Ah, c'est une autre histoire. Mais il y a quand même de l'espoir. On voit des choses qui se font. On voit des sociétés qui font des bateaux autonomes capables d'aller nettoyer l'océan, qui vont aller se balader pendant des mois et qui vont capter tous les déchets et les stocker dans des énormes trucs qui vont être renvoyés vers pour qu'on les récupère. J'arrive encore à croire que il y a assez d'intelligence dans l'humanité pour qu'on puisse trouver des solutions. Est-ce que, financièrement et politiquement, on donnera la main à ces gens qui ont les solutions? Ça, c'est une autre histoire. Ça, j'ai moins d'espoir, parce que on le voit pour tout.
Alors les gens ils disent les centrales nucléaires c'est pas bien, le charbon c'est pas bien, il faut faire de l'électricité, il faut faire de l'éolienne et des barrages. Ah bah ouais, mais quand c'est ton village qui va être détruit, t'es contre. Et on met 10 ans à construire une éolienne, parce que dès qu'on veut mettre une éolienne quelque part, il y a tous les villages autour qui font des procès pour interdire ça. En Allemagne, ils mettent 3 ans, un plan d'éolienne, ils mettent moins de 5 ans à les faire, pour nous c'est entre 10 et 15 ans. Parce que, chez nous en tout cas, je connais pas assez bien le reste du monde, on est dans le conflit permanent, et donc, est-ce que quand on aura des solutions, est-ce qu'on voudra les utiliser? Rien n'est moins sûr. Il y a des choses qui me dépriment. Voir qu'on peut débloquer aussi vite autant d'argent pour Notre-Dame, je trouve ça pathétique. Pathétique parce que y a tellement d'autres problèmes, et ces sociétés qui donnent de l'argent polluent tellement. Mais non, eux ils ont pas envie de donner de l'argent pour les pauvres. Non. Symboliquement, ça n'a pas d'intérêt. Si on évolue nous-mêmes intellectuellement et que on préfère le symbole de la société qui a décidé de mettre moins de sel dans le jambon ou de plus mettre de nitrite qui ne sert à rien et qu'on consomme du jambon gris au lieu de prendre du jambon rose et qu'on avantage cette société qui a décidé de faire l'effort de mettre des sachets en papier au lieu de mettre des sachets en plastique, etc. Je pense que le capitalisme est suffisamment pervers pour suivre ce qu'on leur dit. Et que c'est de notre faute. C'est nous qui leur demandons pas suffisamment de faire des efforts. C'est eux, symboliquement, ça leur rapportera de l'argent d'avoir donné de l'argent à Notre-Dame, mais symboliquement, ça leur rapportera rien d'avoir fait des efforts écologiques. Donc ils n'en font pas. Donc c'est à nous de les obliger à le faire, d'une manière ou d'une autre, en légiférant. Et, tu mets ton emballage, il est en plastique, ok, ça te coûte 1 euro de plus. Ah bah ça, je peux te dire que si les mecs ils doivent vendre leurs produits 1 euro de plus parce que l'emballage est en plastique, ils vont réfléchir à faire un emballage autrement. Le consommateur peut les faire évoluer en choisissant volontairement de payer plus cher quelque chose de mieux. Et c'est aux scientifiques de faire bien le boulot et aux médias d'arrêter de nous désinformer. On parle des bioplastiques ou de ce genre de choses. Symboliquement, quand t'es pas éduqué, c'est pas d'éducation, c'est pas vrai. Quand t'es pas informé suffisamment, tu supposes qu'un bioplastique c'est mieux qu'un plastique. C'est bien, hein, il se dégrade. Sauf qu'il laisse des microparticules de plastique qui polluent tout autant ou différemment. Comme le diesel, par exemple, où on nous a dit que c'était bien, ça ne faisait pas de CO2, sauf que ça fait d'autres choses. Ou la prime à la casse, où là, pour la pollution, on incite les gens à changer de voiture. La fabrication d'une voiture, son processus de fabrication d'une nouvelle voiture, consomme plus de CO2 que ce qu'elle va consommer en carburant pendant toute sa durée. Donc t'inciter à changer de voiture tous les 3 ans parce qu'elle consomme moins, c'est une aberration écologique. Ça n'a pas de sens. Alors je dis pas, il faut pas rouler avec des voitures des années 40, hein. Évidemment. Mais il vaudrait mieux t'inciter à faire plus de kilomètres avec ta voiture, même si elle a une pastille 3, plutôt que te faire changer pour passer à une pastille 2. Parce que dans 3 ans, tu rechangeras encore. Et c'est une aberration écologique. Pour moi, tout va passer par l'éducation. Et quand on parlait de fake news, pour moi, la base de tout est là. C'est que paradoxalement, je pense qu'on se trompe de combat en essayant de se battre tout de suite pour l'écologie, parce que l'humanité n'est pas prête à admettre, n'est pas prête à comprendre ça. Et qu'il faut d'abord que l'humanité puisse comprendre et digérer l'information pour pouvoir la consommer après et l'utiliser de façon puissante et rapide. Le problème, c'est ça, c'est qu'on est dans une urgence écologique qui est paradoxale. Et quand on parle de fake news, on le voit très bien. On voit Trump. C'est l'exemple parfait. Le mec est magique pour ça. Le mec, Notre-Dame, il dit pourquoi vous n'avez pas envoyé les Canadaires. Mais c'est à mourir de rire. Tant qu'on écoutera des gens comme lui, il n'y aura pas de solution. Parce que lui, quand il est... Ça, t'as peut-être pas dû l'entendre, mais il a quand même un jour parlé de faire du charbon propre. Ils ont rouvert des usines à charbon aux États-Unis et ils ont dit que c'était du charbon qui était plus propre qu'avant, qu'ils allaient faire un meilleur charbon, plus propre, more cleaner. Donc on l'imaginait avec ses petites brosses en train de frotter le charbon. Et donc en meeting, il explique ça avec les gens, ils applaudissent. Ils font, oh super, on aura du travail avec du charbon propre. C'est une aberration. Ça n'a aucun sens. Aucun. Le charbon, c'est du carbone que la planète a stocké et qu'on est en train de dégager dans l'atmosphère. Et elle a mis des millions d'années, elle est stockée, comme le pétrole. Et nous, on est en train de s'amuser à le balancer dans l'atmosphère et à rien en faire. Comment on peut faire du charbon propre? C'est impossible. Et lui, il dit ça, les gens ils trouvent ça génial, ils l'applaudissent. Donc,
tant qu'on n'aura pas combattu d'abord ça, on n'arrivera à rien. Et après, il y a les conflits économiques avec les autres pays qui vont poser encore d'autres problèmes. Donc, personnellement, je suis très pessimiste. Très pessimiste. Mais on ne sait jamais, peut-être que quand on souffrira assez, on arrivera à faire assez d'efforts pour sauver ce qui reste à sauver. Je pense pas qu'il sera trop tard, parce que on sera capable de s'adapter à beaucoup de choses. Par contre, on sera peut-être plus aussi nombreux. Et il y aura peut-être des endroits qui seront invivables. Mais je pense que l'humanité survivra. Sous quelle forme, ça sera une autre histoire. Ben, je vois deux échelles de futur, en fait. Je vois mon futur à moi, et le futur en mode l'avenir. L'avenir au-delà de moi, au-delà de je sais pas combien d'années il me reste à vivre, mais au-delà de ça. Et du coup, pour moi, mon futur, je crois que j'ai la volonté d'être optimiste et de me donner mes chances, de me donner les possibilités de faire et d'aller là où j'ai envie d'aller. Et donc, en ce sens-là, ça peut être que optimiste, parce que ça peut être que bien de faire ce que j'ai envie, dans le sens des réalisations, en fait, et de sentir que t'avances au fur et à mesure et que tu réalises des choses correctes. Pour l'avenir, en revanche, ça semble quand même très mal parti. Ça semble très mal parti pour la planète, ça semble très mal parti pour les animaux, pour tout l'écosystème. Tous les écosystèmes qui sont menacés là. Et alors oui, bien sûr, il y a qu'est-ce que moi, je vais pouvoir mettre comme goutte d'eau pour permettre d'avancer et de s'améliorer si c'est encore possible. Mais plus on voit de choses et plus je lis de choses en ce moment, et plus je me rends compte que tout est condamné et qu'il y a un truc hyper pessimiste, hyper fataliste, de se dire mais imaginez on arrête tout maintenant, on arrête vraiment tout maintenant, ça va quand même continuer encore pendant beaucoup de temps, et ça va pas aller du tout pour le mieux, pour des tas d'espèces, pour des tas de territoires qui vont être détruits. Donc voilà, on sait que ça va pas s'arrêter maintenant. Donc c'est un goût très amer. Et c'est là que d'un coup, la science-fiction, elle revient à grands pas. On se dit, mais on avait déjà imaginé ça, hein, qu'on détruisait notre planète, et qu'on allait vivre sur une autre planète, ou qu'on allait créer une autre planète, ou un autre univers, une autre dimension, et donc c'est sans fin, et quelque part, il y a ce truc hyper égoïste de dire, ah bon, de toute façon, c'est un avenir dans lequel je ne serai pas. Donc, ce sera plus mon problème. J'espère que j'aurai fait suffisamment de mon vivant pour, me battre contre ce qui me semble injuste, et essayer de prôner toutes ces choses-là de bien-être et de tolérance. Et après, je m'attends pas à ce que les 7, 8, 10 milliards d'êtres humains me suivent. Je crois pas, mais bon, voilà, au moins j'aurais essayé. Je ne sais pas comment vous, auditeurices, vous vous sentez en écoutant ces paroles, ni si votre vision est davantage optimiste ou pessimiste. Moi, j'ai toujours voulu voir le bon côté des choses. Essayer de voir le meilleur, aussi petit soit-il, dans chaque acte, chaque décision, chaque changement. Mais c'est parfois très difficile d'imaginer un futur où notre vie au sein de cette planète s'améliorera. J'avoue que parfois, je n'ai plus aucun espoir. Et en même temps, nous sommes là. Nous vivons, nous explorons, nous continuons à discuter, à créer des podcasts, réaliser des documentaires, à nous informer. Nous sommes entourés de gens souhaitant vivre dans un monde meilleur. Alors je m'accroche à tout ça, et je me dis que peut-être, dans quelques années, je réécouterai ces épisodes et je me rendrai compte que les choses ont évolué, je l'espère. J'ai réalisé ce travail aussi pour les générations futures, qu'elles sachent qu'on ne les a pas abandonnées. Aussi, à la fin de mes entretiens, j'ai demandé à celles et ceux qui m'avaient reçu d'adresser un mot, s'ils le souhaitaient, aux futurs êtres de cette planète. Surtout, cultivez vos différences. Cultivez-les, mais pas par plaisir d'être différent, parce qu'on l'est de facto, mais surtout pour vous réaliser vous-même. C'est parce que vous êtes différent que vous allez apprendre à respecter l'autre petit bout qui est à vos côtés, à le comprendre et à le respecter. Bienvenue, courage, soyez forts, soyez gentils. Gentils mais dans le sens de la bonté, vraiment. Donner de l'amour, bien sûr. Et puis, ensuite, prenez soin de l'autre pour avancer ensemble. Amen. Soyez sensibles et forts.
Parce que je me dis, ils sont que sensibles, ils vont pas savoir agir. Mais sensibles, forts et branchés sur leur pouvoir, quoi. Leur pouvoir dans le sens, la capacité à agir, quoi. Sur ce que eux peuvent faire, d'être bien centrés, bien conscients. Moi, j'ai l'impression que quand on est bien centré, bien conscient, on agit forcément mieux que quand on est pris dans toutes sortes de... Donc, bien centré, bien conscient, bien connecté aux énergies constructives, quoi. Lisez des livres. Faites du vélo. Allez promener dans la forêt. Jouez avec vos copains. Revenir à des choses simples. Faire des batailles de boules de neige. Aller se baigner dans la mer. Aller vraiment faire des pique-niques par terre. Salir ses habits. C'est ce que j'essaie dans mes petits-enfants qui sont petits, puisque ils vont de 20 à 6 ans. C'est vraiment ce qu'on essaye de leur faire vivre, quoi. Jouer dehors, jouer au sable, aller promener, aller au parc, parler à tout le monde, pas perdre de temps. Moi, j'ai accueilli des enfants et le mercredi, on allait tout le temps au parc. Et quand on arrivait au parc, il y avait d'autres enfants. Je leur disais, perdez pas de temps, on n'est pas au parc pendant longtemps. Donc jouez ensemble, parce que vous allez jouer quand on va devoir partir, il sera trop tard. Et il y en avait qui me répondaient, oui, mais moi, mes parents, ils veulent pas. Ils me disent que je dois pas parler à ceux que je connais pas. Et c'est ça, nous, nos petits-enfants, on les emmène très très souvent au parc, et maintenant la plus grande qui est timide, qui a 6 ans et qui est très timide, et son papa elle travaille à ça aussi. On voit bien qu'elle a envie de jouer avec des de son âge. Quand elle est toute seule, depuis toute petite, quelquefois on l'emmène toute seule, on voit bien qu'elle a envie. Elle regarde, elle ose pas. Et maintenant elle a 6 ans et maintenant elle ose. Et ça, pour moi, c'est une grande victoire, oser aller vers l'autre, tu vois. Même à un niveau petit, quoi, dire, est-ce que je peux jouer avec vous? Et d'entendre l'autre qui dit, comment tu t'appelles et t'as quel âge? Et moi, je suis plus grande, et moi... Et ben ça, c'est vraiment... Le monde, il doit être comme ça, quoi. Comme ces petits-enfants qui osent se parler. Je crois que je leur dirais bon courage. Je leur dirais ça, parce que... Et pas forcément avec ce contexte actuel, je pense que vraiment cette pensée que quand on vient au monde, on ne l'a pas choisi. Il y a un truc quand même de ça peut être bien, mais ça peut aussi avoir certains côtés très difficiles à surpasser. Donc je leur dirais bon courage en premier. Et après, je crois que pour le reste, j'aurais pas envie d'influencer, parce que je suis pas sûr d'être parfaitement un exemple, ou d'avoir forcément la bonne parole, ou j'ai ma vision du monde telle que j'aurais envie qu'elle soit, telle que moi je l'ai vécue, telle que moi je l'ai souffert. Mais c'est pas du tout la vision, forcément, d'autres, et alors je préférerais pas influencer, parce que je crois vachement en cette notion de libre arbitre, quand même. On a fait nos choix pour avancer d'une façon et pas d'une autre, alors bien sûr, le contexte culturel et tout ça y est pour beaucoup, mais il y a des moments où tu fais des choix quand même dans ta vie, de suivre le flow, de te démarquer, et ainsi de suite. C'est pas toujours facile, et ça demande un certain caractère, courage, force, tout ce qu'on veut. Mais je pense que laisser le hasard faire les choses, avec ce libre arbitre, et en espérant que ça penche plutôt de la balance, dans la balance côté bon, côté vertueux, tolérant, toutes ces choses-là, en espérant que ça arrive, je leur dirais juste bon courage voilà. Et puis, peut-être pardon de ce qu'on laisse, aussi. Pardon de ce qu'on a laissé traîner, de ce qu'on a laissé se passer sous nos yeux sans trop agir parce que c'était trop, ou parce qu'on s'est déculpabilisé trop vite ou trop facilement. Mais oui, si ces milliards de personnes arrivent là maintenant, elles vont pas être ravies d'apprendre que, voilà, sur 50 ans de temps, on a détruit beaucoup de choses qui ont mis des milliers, des millions d'années à se construire. Donc, ouais, peut-être pardon aussi. Moi, j'aimerais bien leur dire pardon. Pardon, ouais. Pardon, parce que même si c'est pas nous, pour l'instant, qui avons pollué, enfin si, tout le monde pollue un petit peu, parce qu'on fait des choses, mais on s'en rend pas compte qu'ils polluent. Et du coup, j'aimerais bien qu'on dise tous pardon à ceux qui naissent dans de la pollution, dans du danger, et voilà.
de leur dire déjà ce qui se passe, enfin, même si c'est un peu compliqué, mais voilà, et de leur dire de commencer tout de suite à faire attention à ce qu'ils font, mais tout ça, et pas commencer trop tard. Et voilà. Je pourrais avoir envie de terminer sur une belle phrase cet enregistrement, mais ce serait trop simple. Comment dire? Qu'est-ce que je leur dirais? Il y a plein de choses qui me viennent. J'aurais envie de leur dire les choses bien. J'aurais envie je pense, de leur dire qu'il faut qu'ils aient le courage de vivre ensemble, le courage d'être avec les autres, qu'ils n'aient pas peur des problèmes qui arriveront, car il y a des problèmes qui vont arriver. Qu'ils ne se disent pas que le monde dans lequel ils vivent actuellement, c'est le monde dans lequel on a voulu qu'ils vivent, c'est pas un monde qui est prédéfini comme ça et qui doivent s'accrocher à ce genre de vie actuellement, qui doivent sans cesse se remettre en question et remettre en question les choses dans lesquelles ils vivent, qui doivent sans cesse avoir du recul, avoir du bon sens et surtout faire très attention à ce qu'ils perçoivent par rapport à leur environnement et aux autres. Ils doivent faire très attention à ce qu'ils comprennent, ce qu'ils croient comprendre en fait. D'où l'idée d'avoir tout le temps du recul, du bon sens et se remettre en question, c'est le plus important. J'aime bien me dire qu'on apprendra toujours quelque chose, quoi qu'il arrive, j'apprendrai toujours des choses sur n'importe quel sujet, on peut pas maîtriser une chose complètement. Et que ça, il faut se le dire concrètement, qu'on apprendra toujours quelque chose de qui que ce soit. Et ouais. J'aimerais bien leur dire ça en fait. J'aimerais bien leur dire d'avoir confiance en eux aussi. De pas se dire que tout est perdu. Et que j'ai pas envie de leur dire que tout va s'arranger. Parce que leur dire que tout va s'arranger, c'est un peu prendre la responsabilité que les choses vont s'arranger et leur dire que tout va s'arranger mais ce sera pas leur fête. Mais que tout va s'arranger s'ils s'en donnent les moyens et si surtout ils se permettent de travailler en équipe. De travailler ensemble, c'est le plus important pour moi. Il faut travailler tous ensemble. À partir d'une action individuelle, pourquoi pas, mais tu travailles derrière en équipe, on avance. Tu pourrais très bien leur dire quelque part, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Pour moi c'est très important aussi quand même. Il y a l'idée d'une idée, peut-être une initiative, mais en équipe, on a la possibilité que chacun reprenne une partie du flambeau, que chacun mette sa pierre à l'édifice et qu'on arrive à aller beaucoup plus loin, qu'on reprenne notre souffle ensemble et qu'on continue à s'épauler jusqu'à la fin, en fait. Jusqu'à arriver à notre objectif. C'est le plus important. Voilà. Courage. Courage, parce que voilà, ils vont tomber dans une société qui n'est pas bienveillante. Il y a des belles choses, je ne dis pas que tout est nul, mais voilà, il faut beaucoup de courage. Et les parents doivent être vraiment bien bienveillants au niveau de tout. Des paroles, des gestes. Moi, je me souviens de choses qu'on m'a dit étant enfant et que j'oublie pas. Donc, ça me marque. Il faut vraiment faire gaffe à ça parce que j'ai une institutrice une fois, elle m'avait mis des ciseaux pour gaucher et pour droitier. Et du coup, spontanément, moi, j'ai été au ciseau gaucher, mais elle m'avait toujours vu écrire de la main droite et elle m'a vraiment crié dessus. Mais bon, je comprends, elles ont beaucoup de travail, beaucoup de bruit toute la journée, c'est pas facile. Elle m'a dit, mais t'es folle, pourquoi tu vas prendre un ciseau pour gaucher? Mais je suis gauchère, enfin. Et quand on est enfant, on sait pas répondre, mais il y a eu des choses que cette institutrice m'a dit étant petite qui m'ont complètement chamboulée et qui restent. On devait colorier le Gilles de Binche pour l'approche du carnaval. Alors chez nous, voilà, il y a des couleurs précises, voilà, c'est quelque chose de strict. Et c'est vrai que moi, voilà, j'étais partie dans un autre délire de couleurs. Et je me souviens que ça a été une catastrophe alors que j'étais juste un enfant plein d'imagination, plein de créativité. Je pense qu'elle aurait pu montrer mon dessin et juste dire celui d'Harmonie, l'original, hein, c'était inattendu. Et pas me rabaisser comme si j'avais fait quelque chose de grave alors que j'avais pris une initiative, j'avais mis de la créativité, j'avais envie de faire autre chose. Et cette succession de petites choses comme ça qui m'ont beaucoup blessée. Elle avait retrouvé des pointes de danse classique dans mon sac pour le goûter, parce qu'on nous ouvrait les sacs et tout
pour manger. Et je me souviens qu'elle avait dit, on vient pas avec ça à l'école. Alors que juste après l'école, mon grand-père venait me chercher à pied. Il m'a emmené tout de suite à l'académie. Et moi, le moment où je pouvais mettre mes chaussons, c'était mon moment à moi. Je pouvais pas expliquer ça. Et devant tout le monde, devant les autres, elle a dit, regardez ce qu'elle a dans son sac à tartines. On prend pas ça dans son sac à tartines. Voilà, j'ai revu cette institutrice une fois à dîner. Elle était ravie de me voir, elle était fière de moi. Elle m'a dit, oh, je sais tout ce que tu as fait et tout. Et moi, j'avais envie de lui dire, mais vous avez détruit mon enfance. J'ai pas réussi à lui dire, mais elle a bien vu dans ma réaction que j'étais pas contente de la voir. Donc faire attention à ce qu'on dit en étant parent, en étant prof, en étant éducateur. Bien sûr, on peut faire des erreurs. Ça, je suis pas parfaite, j'en ai fait aussi. Mais voilà, la bienveillance des paroles, parce que ça marque en fait. Et après, ça a un impact sur le jeune qui grandit, quoi. Vis ta vie, vis. N'hésite pas à apprendre, à sentir, à rendre. N'hésite pas à être dans le mouvement de la vie. N'hésite pas d'être à l'intérieur de toi. N'hésite pas à... La vie, nous ne sommes pas des êtres, nous sommes un temps. Si tu as compris que tu épouses le temps, tu épouses la vie. Et la vérité, elle est jamais non plus à l'extérieur de soi. C'est toujours un chemin à l'intérieur de soi. Et on arrive tous à un moment de notre vie à se poser dans la vie. La vie a enfin pris tout notre être et on a compris que c'est grâce à elle qu'on est en vie. Et notre seul but, en définitive, c'est de faire au mieux jusqu'à la fin et au-delà. Il est déjà sur un chemin, ce petit être. Ce chemin-là, quelquefois, on a l'impression qu'il est joué pour nous, mais c'est jamais vrai. Plus on est en rapport avec soi, plus on sait que c'est nous qui le jouons pour nous-mêmes. Donc, un peu comme à chaque fois que mes enfants sont partis à l'étranger, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Vis, va et vis ta vie, va et vis ta vie. Quelle qu'elle soit, elle aura une valeur fondamentale dans cette société qui se pose toujours la question de la valeur. Mais je dis, mais revenez à vous-même. Il n'y a personne d'autre qui va vous donner la valeur. Vous êtes votre propre valeur. Et vous êtes en vie, vous êtes votre propre valeur. Personne ne peut vous dénier ça, le renier ou le bafouer. Petit être, ouais. Il ferait ça, il continuerait son chemin qui continuerait encore après. Être. La Vie va où est un podcast réalisé par Fanny Blondeau, illustré par Maureen Labisse, avec une musique de Scott Buckley. Je voudrais tout d'abord remercier celles et ceux qui m'ont accordé quelques heures de leur temps et qui ont nourri chacun de ces épisodes. Un immense merci à toi, Maureen, pour ton talent et tes illustrations qui ont apporté à ce podcast une touche visuelle et artistique. Un tout grand merci à Scott Buckley de mettre à disposition ses musiques pour les jeunes créateurs et créatrices de contenu en tout genre. Et évidemment, un énorme merci à vous d'avoir écouté, peut-être partagé. C'est un soutien précieux et une reconnaissance directe de ce travail. Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram @lavivaoupodcast ou par mail à lavivaou@gmail.com. Vous pouvez écouter et réécouter l'intégrale des épisodes sur Apple Podcast, Spotify, YouTube ou SoundCloud. Et j'espère de tout cœur que nous nous retrouverons. Alors, à bientôt!
Merci.